Pierre-Yves Joffard, qui était économiste, enseignant-chercheur à l'École d'économie de Paris, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, donc École des hautes études en sciences sociales, a accepté de nous livrer son analyse des inégalités socio-économiques en France. Ensuite, nous essayerons de comprendre pourquoi, alors que notre pays fait partie de ceux dont la part de la richesse nationale socialisée est la plus importante au monde, pays où les dispositifs sociaux sont jugés abondants et généreux, persistent tant d'inégalités. Pourquoi notre système social n'est-il pas plus redistributif ? Quels sont les obstacles à la réduction des inégalités, en dépit de l'existence de ces dispositifs sociaux évolués ? Je laisse la parole à Pierre-Yves Joffard pour le premier temps de cet atelier autour de la notion des inégalités socio-économiques. J'ai prévu de vous parler, de vous donner beaucoup de chiffres. D'abord pour dire un peu de quoi parle-t-on quand on parle des inégalités. En centrant beaucoup sur la France, mais vous verrez que je parlerai un peu aussi de quelques autres pays et de l'évolution ailleurs. Donc en terminant, je terminerai par des réflexions et des questions sur les inégalités de santé, mais la lettre de cadrage, si j'ose dire, était plutôt de parler des inégalités économiques avant davantage que des inégalités de santé. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des inégalités ? C'est vrai que les inégalités, c'est un thème qui est vraiment qui est très souvent présent dans les débats publics, etc. Et on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énoncés. Alors là, c'est un certain nombre d'énoncés que je donne en disant les inégalités ont augmenté. Ou les inégalités ont baissé d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça ? Est-ce qu'on peut essayer de quantifier un petit peu ? Est-ce qu'on peut essayer de dire oui, les inégalités ont augmenté ou non, les inégalités n'ont pas augmenté ? Oui, elles ont baissé, non, elles n'ont pas baissé. Voilà. Donc même chose quand on peut. Est-ce qu'on peut voilà un autre énoncé. Les inégalités de patrimoine sont plus grandes que les inégalités de revenus. Est-ce que là aussi, est-ce qu'on peut dire que sur telle ou telle variable socio-économique, les inégalités sont plus grandes que sur telle autre. Et enfin, un autre énoncé, il faut réduire les inégalités de santé. Là, vous voyez que là, on va beaucoup plus loin que les énoncés précédents, parce que là, on a déjà en tête un objectif social. On va pas encore complètement au bout, parce qu'on dit pas comment. On dit pas comment on pourrait essayer d'évaluer, d'analyser des politiques, des interventions qui permettraient d'atteindre cet objectif, ou au moins d'aller dans cette direction-là. Mais déjà, il y a on passe de l'état un petit peu du constat à une analyse normative sur ce qui est bon, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Donc alors déjà lorsqu'on parle d'inégalité, une des difficultés c'est que ce qu'on veut avoir en tête, c'est une vision globale des inégalités. C'est pas une vision trop réduite. Alors il y a des inégalités, il y a des dimensions et les dimensions dans lesquelles peut se déployer l'inégalité sont évidemment très multiples et très variées. Il y a une première dimension qui est une dimension monétaire et qui elle-même peut se décliner dans des dimensions différentes, qui sont le revenu, le patrimoine. Bon, ça, sont des choses qui sont, en tout cas pour le revenu, c'est relativement facile à quantifier, en tout cas dans des économies développées, dans des économies où la part du secteur informel, la part de l'autoproduction est la plus importante, c'est plus difficile. Dans les pays en développement, c'est plus difficile, mais bon, pour les pays dont on va parler, c'est relativement faisable. On se heurte aussi au problème d'accès à des données statistiques pour pouvoir le faire. Ça, on pourra y revenir dans la discussion. Lorsqu'on parle du patrimoine, là, on a aussi une dimension monétaire. C'est relativement valorisable ou quantifiable en termes d'argent, le patrimoine, mais parfois c'est un peu difficile. Donc je reviendrai aussi là-dessus. Le patrimoine, une part du patrimoine de certaines personnes, c'est leur outil de travail. Qu'on pense à des artisans, des professions indépendantes, des travailleurs indépendants. Bon, comment on valorise ça ? C'est pas forcément évident. Est-ce qu'on valorise dans le patrimoine la valeur de votre bien immobilier à sa valeur de marché ? Bah oui, mais parfois ça évolue rapidement, alors que vos conditions de vie, elles, n'ont absolument pas changé. Donc là, derrière tout ça, il y a des questions un peu profondes qui se posent et qui sont pas du tout sans impact sur la mesure des inégalités. Puis il y a d'autres dimensions qui sont aussi. On peut avoir cette image des inégalités à un moment donné.
Et puis on peut aussi voir ça dans une dynamique, dans une vision plus dynamique, dans une dimension temporelle. Parler de revenu permanent, c'est un petit peu le revenu global qu'une personne va avoir le long de sa vie. Parler de trajectoire, parler de risque, les inégalités face au risque, bah évidemment, ça va être les différents risques, la précarité, le risque de chômage ou autre. Et vous voyez que là, on a une vision complètement différente que celle qu'on peut avoir à partir d'une simple photo. Toujours dans la dimension temporelle, il y a une composante de la santé qui est la durée de vie. La durée de vie, là aussi, il y a des fortes inégalités vis-à-vis de la durée de vie. Et puis des dimensions non monétaires autres qui peuvent aussi être vraies à un niveau en coupe transversale à un instant donné, qui sont les inégalités de santé, au-delà de simplement de la durée de vie, d'éducation et autres, qui peuvent avoir un impact également. Alors, donc, il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut quantifier, est-ce que ça sert à quelque chose d'abord de quantifier. Bon, là, je passerai très vite là-dessus. Je dirais oui, ça sert à quelque chose. Et comment quantifier ces inégalités de bien-être? C'est une interrogation qui est déjà présente depuis longtemps et qui est à l'origine de ce qu'on a appelé l'indice ou les indices. Il faudrait plutôt parler des indices de développement humain, qui est une entreprise assez importante, qui a été lancée par une agence des Nations Unies et qui lorsqu'on cherche à faire des comparaisons entre pays, eh bien, la manière la plus classique de comparer des pays et de voir est-ce qu'il y a des inégalités entre pays. Là, on ne parle pas d'inégalités entre individus, mais d'inégalités entre pays. C'est de regarder le niveau de vie. Et le niveau de vie, il est bien mesuré, relativement correctement, par le PIB par tête, enfin la richesse produite par tête. Alors ça peut être le produit intérieur ou le produit national brut, c'est pas forcément très différent. Mais en tout cas, ça c'est un premier angle d'approche. Alors quand on fait ça, on peut classer les pays depuis le plus riche jusqu'au plus pauvre en termes de revenus par tête. Mais on voit qu'en faisant ça, on manque pas mal de choses. On manque beaucoup d'autres dimensions justement du bien-être. Le revenu, c'est une chose, mais il y a d'autres composantes qui sont importantes, notamment le niveau d'éducation, notamment la santé. Donc il y a toutes ces théories d'Amartya Sen et d'autres sur le fait que l'éducation est importante non seulement parce qu'elle donne accès à un métier et parce qu'elle donne accès à un métier mieux rémunéré si on est plus éduqué, mais également l'éducation est importante en tant que telle. C'est importante en tant que telle parce que sans éducation, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas jouir des libertés qu'accorde un certain niveau de revenu. Donc il y a une valeur en tant que telle, une valeur en soi à un bon niveau d'éducation dans une population donnée. Et même chose, une valeur également intrinsèque à un bon niveau de santé. Donc c'est toute l'entreprise des indices de développement humain, c'est de construire un indicateur par pays qui soit une synthèse du revenu moyen, de la santé moyenne. Alors la santé moyenne, c'est difficile, mais l'indicateur qui est pris, c'est l'espérance de vie à la naissance, la moyenne homme-femme. C'est un indicateur qui a le mérite d'être relativement facile à calculer pour l'ensemble des pays. Il y a d'autres indicateurs possibles, mais ça, c'est ces indicateurs qui ont servi pour la construction du premier indice de développement humain. Et également le niveau moyen d'éducation, qui est la moyenne, là encore une fois, entre le taux d'alphabétisation au sein de la population adulte et le nombre d'enfants scolarisés à l'âge de 9 ans. Donc avec ça, on a une moyenne, on a un indice synthétique qui essaie de combiner les différentes dimensions du bien-être et qui permet de regarder un peu les inégalités entre pays. Alors je ne sais pas si vous pouvez le lire au fond, mais j'ai repris simplement la liste des 27. Alors pourquoi les 27 premiers pays? Ça, c'est parce que c'est ça qui tenait sur la page. Et puis ça permet d'avoir la France quand même. Donc ça c'est. Alors vous voyez que sur la colonne de gauche, on a le classement des pays en termes de revenus par tête. Donc le pays le plus riche de ce point de vue-là, c'est le Qatar, le deuxième le Liechtenstein, les Émirats arabes unis, etc., etc. Et sur la colonne de droite, on a le même rang, mais au titre de l'indice de développement humain. Et donc là, vous voyez qu'il y a des pays qui s'effondrent. Le Qatar passe de la première à la 37e place. Pourquoi? Parce que niveau d'éducation très faible et indicateur de santé pas terrible. À l'inverse, vous avez un pays comme la Norvège, la Norvège qui est 7e en revenu par tête, c'est quand même pas mal, mais qui passe premier parce qu'ils ont une bonne espérance de vie à la naissance et un excellent niveau d'éducation.
Donc, vous voyez qu'on n'a pas la même image des inégalités. Alors, même dans le haut de la distribution, hein, même au sein des pays qu'on peut qualifier des pays riches, vous voyez qu'il y a quand même des changements. Si on descend plus loin dans la distribution, là, on a des très grandes variations et des pays qui peuvent gagner 30 ou 40 places selon qu'on prend en compte aussi que l'élément important qui est que si on veut comparer des populations, comparer des pays en termes de développement, en termes d'inégalité de développement, c'est pas uniquement le revenu qu'il faut prendre en compte. Alors HDI, c'est justement cette Human Development Index qui est une combinaison des 3 indices précédents. Donc c'est une moyenne pondérée, c'est une moyenne de ces trois indices-là, qui chacun est calé sur une. Si vous voulez, l'espérance de vie à la naissance, elle va valoir de 0 à 1. 0 pour le pays où l'espérance de vie à la naissance est le plus bas, et 1 pour le pays où l'espérance de vie est la plus élevée. Encore une fois, moyenne homme-femme, donc ça va être le Japon. Et en fonction de ça, eh bien, on a un nombre. Et on fait la moyenne entre ces 3 nombres et on a l'indice de voilà. Donc alors ça c'est un petit. Je voulais simplement prendre quelques minutes pour vous montrer ça. Je suis pas sûr qu'il y aura du son, mais c'est pas très grave. Ça c'est une vision des inégalités entre pays et notamment dans le long terme. C'est-à-dire sur 2 siècles. Hein. C'est une perspective assez ambitieuse. Et ça regarde 2 choses qui sont l'espérance de vie à la naissance. Donc l'espérance de vie à la naissance, c'est est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on peut peut-être éteindre? Vous voyez bien. Donc l'espérance de vie à la naissance ici et le revenu par tête, échelle logarithmique en abscisse. Et là, chaque point va être un pays. La taille de chaque point va représenter la taille du pays. D'accord. Et puis on va commencer donc dans le coin en bas à droite, en bas à gauche en 1810. Beaucoup de pays étaient concentrés dans cette zone-là. En rouge sont les pays asiatiques, en bleu les pays africains, en orange les pays européens. Et puis on va voir un peu comment tout ça évolue. Donc vous voyez qu'à l'époque, il y avait aucun pays n'avait une espérance de vie supérieure à 40 ans à part les Pays-Bas et l'Angleterre. Mais et c'était également les pays les plus riches. Donc on voit quand même globalement une association entre les deux. Hein. Les pays les plus riches sont aussi les pays en meilleur état de santé. Et puis là on voit au XIXe siècle processus de développement économique qui pour lequel non seulement les pays, vous voyez, globalement se déplacent vers la droite, mais également et peut-être même surtout se déplacent vers le haut. C'est-à-dire, alors quel impact ça a sur l'inégalité? Oups, là vous venez de voir la guerre de 14. C'est effectivement guerre de 14 et surtout grippe espagnole juste après, gros choc. Et puis là on voit le XXe siècle. Alors là on voit au XXe siècle une évolution considérable des inégalités entre pays, un accroissement énorme puisque tous les pays qui sont en bleu et les pays qui sont en rouge stagnent pendant très longtemps au XXe siècle, alors que les pays européens et disons occidentaux eux se mettent à augmenter assez considérablement, à la fois en termes de revenus et en termes d'espérance de vie. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation des inégalités entre pays durant la première partie du XXe siècle. Là, on est encore en 1948. Donc vous voyez un peu la situation. Alors vous voyez que des pays comme l'Iran, avec le même revenu, avec un revenu même par tête supérieur au Japon, c'était déjà le pétrole, hein, et avait une espérance de vie bien inférieure. Et puis là, après les années 50, et ben là, on voit, vous voyez que ça commence à se développer, quoi. Et ça commence, notamment en Asie, tous les pays d'Asie, il y a beaucoup de points rouges qui arrivent dans le haut. Il y a encore des gros points rouges qui restent encore dans le bas, c'est évidemment l'Inde et la Chine. Mais et puis les pays d'Afrique qui eux ont connu des gains d'espérance de vie, mais quelques gains d'espérance de revenus, mais pour l'instant pas tous les pays. Donc on a maintenant des inégalités considérables. Donc ça, c'est la dernière année disponible, hein, 2009. Inégalité considérable entre les pays les plus riches et en meilleure santé et les pays les plus pauvres et en moins bonne santé. Mais on a aussi des inégalités importantes au sein de chaque pays. Donc ça, c'est la Chine.
Donc si vous séparez la Chine, Shanghai, c'est exactement le même niveau que l'Italie. Même niveau de revenus, même niveau de santé. Et puis au sein de la Chine, vous avez d'autres zones qui sont elles, au contraire, du niveau de développement de pays comme le Congo ou autres. Donc voilà, ça on revoit tout en accéléré. Donc ça, c'est une vision que personnellement, je suis complètement fan de cette animation, parce qu'elle montre un peu que voilà, l'évolution des inégalités entre pays sur 2 siècles, c'est quand même pas mal. Alors, vous imaginez qu'il y a plein de problèmes de données pour arriver à faire ça. Une vision optimiste consiste à dire que, au fur et à mesure que tous les pays vont arriver dans le haut, les inégalités vont se réduire. Alors, c'est un petit peu ce qu'on voit quand même, hein, c'est un petit peu ce qu'on voit, et notamment avec la croissance, à la fois la transition épidémiologique et la croissance de pays comme l'Inde et la Chine, hein, on a quand même une croissance du revenu moyen qui est très, très rapide, et également une diminution de la pauvreté depuis disons une dizaine d'années, et ça contribue à réduire globalement les inégalités au niveau mondial. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Alors pour en revenir à la France, et pour en revenir à des données plus déjà moins animées et avec moins de couleurs, peut-être un peu plus arides, mais pour essayer de rappeler un petit peu quelques éléments importants. Le premier point, lorsqu'on va essayer de regarder, donc là, la plupart des données que je vais montrer sont des données françaises. Lorsqu'on s'intéresse à l'inégalité de conditions socio-économiques, pour en revenir à la question des inégalités, pour en rester à la question de l'inégalité des conditions de vie. Première chose qu'on peut regarder, c'est les inégalités de salaire. D'accord ? Donc il y a le premier point, première source d'inégalité, ce sont les inégalités de salaire d'un individu à l'autre. Alors évidemment, inégalité homme-femme, qui sont rappelées sur ce tableau. Ce que montre ce tableau, c'est à partir de c'est l'INSEE qui fabrique ça, c'est ce que gagnent les gens qui travaillent à temps plein. D'accord ? Donc c'est le revenu des gens qui travaillent à temps plein. Alors à chaque fois, on va retrouver un peu ça dans quel que soit l'indicateur qu'on va regarder, mais on a des indicateurs sur la distribution qui donnent un petit peu des indications. Donc là, on a la répartition entre différents déciles ou différents quantiles. Donc le premier chiffre, c'est le premier seuil, c'est-à-dire que vous avez 10% des salariés qui gagnent moins de 1127 € par mois en France. D'accord ? Donc 10% des salariés travaillant à temps plein gagnent moins que ça par mois. D'accord ? À l'inverse ici, il y a un autre élément qui est important, c'est le 90%, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour être dans les 10% les plus riches. D'accord ? Si vous gagnez plus de 3255 € par mois, vous êtes dans les 10% les plus riches. D'accord ? Alors, ces chiffres, peut-être, vous parlent pas trop, parce que je pense que, peut-être, vous vous dites, mais quand même, 3250 €, c'est quand même pas énorme. Hein ? Voilà, vous avez la réaction normale, mais avec 3200 € de salaire par mois, vous êtes dans les 10% les plus riches. Avec 7500 €, ça commence à faire quand même des bons revenus, vous êtes dans les 1% des salariés les plus riches. Les plus riches en termes de salaire. D'accord ? Alors, ça c'est déjà une première. Ça donne déjà des idées de la distribution, ça donne des idées des inégalités. Et un critère, une mesure d'inégalité, un indicateur d'inégalité qui est souvent retenu, c'est le seuil, le rapport entre ce seuil-là et ce seuil-là. C'est-à-dire le seuil qu'il faut atteindre pour être dans les 10% les plus riches et le seuil qui détermine les 10% les plus pauvres. Si vous regardez le rapport entre ces deux niveaux-là, vous avez déjà un indicateur des inégalités. Alors pour les salaires, ça donne quoi ? Ça donne, en gros, c'est de l'ordre de 3. D'accord ? C'est un peu plus faible pour les femmes. Il y a un peu moins d'inégalité salariale au sein des femmes. Lorsqu'on regarde cet indicateur qui est, encore une fois, les salaires mensuels à temps plein. Alors les salaires mensuels à temps plein, c'est une chose, mais tout le monde ne travaille pas à temps plein, notamment chez les femmes. Et là maintenant, si on prend en compte le temps partiel, alors là je ne vais pas distinguer homme-femme, mais si on prend en compte le temps partiel, là vous avez les revenus salariaux réels. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez, compte tenu du fait que chez les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, il y en a une bonne partie des gens qui travaillent à temps partiel,
eh bien, vous avez 10% des salariés gagnent moins de 392 € par mois de salaire en France aujourd'hui. D'accord ? Et vous voyez que les seuils sont, et les seuils aussi, ils sont évidemment, tous les seuils sont plus bas parce qu'on ne peut pas travailler plus qu'à temps plein. Enfin, si on pourrait, en fait, on peut, mais bon, pas forcément en gagnant plus. Mais les différences par rapport au salaire mensuel à temps plein et salaire effectif, tenant compte de la durée effective du temps de travail, sont beaucoup moins importantes pour les déciles élevés. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de temps plein dans les déciles élevés que dans les déciles bas. Donc là, le même rapport que le D9 sur D10, D9 sur D1, hein, entre ce seuil-ci et celui-ci, le même rapport, le même ratio qui était, vous voyez, qui était de l'ordre de 3 précédemment, maintenant il est déjà à 7. D'accord ? Donc vous avez une deuxième source d'inégalité qui n'est pas uniquement les inégalités de salaire horaire, mais qui est également les inégalités de temps de travail. Alors cette inégalité, évidemment, elle est difficile à appréhender parce qu'il y a une partie du temps de travail partiel, du travail partiel qui est choisi, une partie qui est subie. Donc elle est réelle, elle est dans les faits, elle est réelle. Donc alors ça c'est lorsqu'on va au-delà des salaires. Oui, ça fait beaucoup de chiffres, hein, ça fait beaucoup de chiffres. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas commenter chacun de ces chiffres. Lorsqu'on va, en fait, on va regarder ce tableau, ce sera plus simple. Lorsqu'on va au-delà des salaires pour essayer de voir l'ensemble des revenus, d'accord ? Lorsqu'on essaie de regarder l'inégalité de revenus entre les riches et les pauvres, il ne faut pas s'arrêter au salaire. Pourquoi ? Parce que les salaires, ça représente, pour la plupart des gens, ça représente la part essentielle du revenu, mais il n'y a pas que les salaires. Vous avez également les prestations sociales, les revenus de remplacement comme les retraites, les revenus du patrimoine, les transferts sociaux et les revenus, oui, enfin l'ensemble des revenus. Puis vous avez en négatif, vous avez les impôts. D'accord ? Alors ça représente aussi décile par décile, là pour le coup décile de revenus. Donc là vous avez les plus pauvres, les 10% de la population française les plus pauvres, et là les 10% les plus riches. Vous avez la source des revenus. Et vous voyez que la part des salaires est croissante jusqu'ici, puis là elle décroît. Et ce que vous avez ici, sont les revenus du travail indépendant, qui sont très élevés au sein des plus riches, et les revenus du patrimoine. Donc c'est parce qu'à ce moment, il y a plus de travailleurs indépendants dans les plus riches. D'accord ? Donc artisans, professions libérales, honoraires, etc. Et vous voyez que au sein du premier décile, c'est-à-dire les plus pauvres, eh bien, les salaires ne représentent plus qu'un tiers de la source des revenus, et les transferts sociaux représentent en gros également un tiers. D'accord ? Donc la composition des revenus est très différente selon le niveau de revenus. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que si on se dit comment corriger les inégalités de revenus, oui, on peut s'attaquer aux inégalités salariales, on peut aussi passer par des transferts sociaux. Et vous voyez que, alors, des transferts sociaux qui consistent à donner davantage aux pauvres qu'aux riches, en principe, et un autre outil qui peut être utilisé, qui est l'impôt sur le revenu, la pression, la fiscalité. La fiscalité qui, au contraire, vise à prendre aux riches pour donner aux pauvres, encore une fois, en général. Je n'ai pas le revenu à l'heure, non. Mais le revenu à l'heure, c'est à peu près ce que vous avez sur le revenu mensuel, l'équivalent temps complet. Parce que c'est un revenu calculé pour 160 heures de travail. Donc, c'est ça la différence. Alors, mais le revenu à l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose. Le salaire à l'heure, ça veut dire quelque chose. Oui, le salaire, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. C'était l'équivalent. Enfin, donc, on s'arrête à 160. Oui. Ah c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que lorsqu'on passait alors ça c'est en même temps là c'est vraiment les revenus du salariaux. D'accord ? Là c'est vraiment les revenus salariaux, les revenus tirés du travail. D'accord ? La distribution des revenus mensuels tirés du travail. Donc, globalement, il y a certainement des gens qui travaillent plus qu'à temps plein, mais en moyenne, la moyenne du temps de travail est inférieure à un temps plein. Bien, donc là, si on voit, peut-être simplement pour commenter simplement une colonne ici, vous voyez que au sein des 10% les plus pauvres, les impôts représentent 5% du revenu.
au sein des 10% les plus riches, c'est 25%. D'accord ? Donc évidemment, l'impôt, ici, a une certaine forme de progressivité et peut être utilisé, c'est un outil qui peut être utilisé pour réduire les inégalités. Non, j'ai pas encore les transparents j'ai pas encore les chiffres de 2013. Donc, alors, ça alors là, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur les très riches après, sur les très très riches. Donc maintenant, si on inclut, il faut voir aussi un autre élément lorsqu'on passe des salaires aux revenus, c'est que les salaires sont des salaires des individus, alors que les revenus sont des revenus des ménages. Le simple fait d'être en couple, oui, ça fait économiser certaines dépenses. D'accord ? Donc, et ce qu'on voit, c'est que alors j'ai pas de chiffres exacts là-dessus, mais oui, il y a certaines dépenses en plus aussi. Oui, c'est vrai, mais bon, ça dépend. Mais ça dépend avec qui on est en couple, oui. Mais disons que non, mais ça c'est pas prêt, ça c'est difficile, c'est pas dans les statistiques ça. C'est alors. En tout cas, la réalité, c'est aussi une chose qu'on occulte, c'est que les familles seules, enfin les personnes isolées, sont beaucoup plus nombreuses parmi les premiers déciles de revenus que parmi les déciles élevés. Et donc, vous voyez là aussi, il y a encore un phénomène multiplicatif qui va renforcer les inégalités de salaire, les inégalités vis-à-vis du travail, qui sont les inégalités vis-à-vis du marché du mariage, si j'ose dire, enfin, c'est les inégalités matrimoniales ou simplement de vie commune. Alors, à partir de ça, une fois qu'on a fait cette mécanique, et là on regarde plus au niveau individuel, mais on regarde au niveau des